Bonjour à tous. Nous allons donc démarrer cette conférence débat qui a été en fait une volonté d'Ateliers d'Art de France d'ouvrir les questions qui concernent les professionnels de métiers d'art du secteur du patrimoine bâti et non bâti, et de pouvoir poser ces questions pendant ce temps de salon qui est un temps dynamique et d'échange entre l'ensemble des interlocuteurs et des acteurs concernés par le patrimoine. Alors nous, en fait, nous portons une commission professionnelle dédiée au patrimoine. À Ateliers d'Art de France, nous avons créé 4 commissions en fonction en fait des statuts et des profils des entreprises de métiers d'art. Donc une est dédiée au patrimoine. Et dans ces commissions, nous avons travaillé donc ce travail il y a 3 ans. Nos premiers travaux ont démarré par une enquête sur le secteur et les problématiques en fait rencontrées par les entreprises du patrimoine. Cette enquête a été publiée et rendue, il y a eu des échanges autour de cette enquête il y a 2 ans. Ça a été présenté en 2015 pendant le temps de salon. Suite à cette première enquête, nous avons découvert donc des questions en fait sur la formation, l'apprentissage, et également sur l'économie des entreprises du patrimoine intervenant dans la restauration, mais aussi dans la création. Les freins aussi d'accès au marché privé et public. Et 1 an après, avec les associations du secteur du patrimoine, notamment les associations regroupées dans le G8, nous avons porté ensemble une lettre ouverte donc, sous forme de livre blanc qui a été présenté l'année dernière pendant le salon. Et nous avons continué de mener ces travaux pendant cette année avec un ensemble d'interlocuteurs, des institutionnels, les membres aussi des ministères, et puis les professionnels de métiers d'art et associations intervenant dans ce champ. Donc nous allons aujourd'hui avoir toutes ces questions qui vont être posées, des échanges, des débats avec les différents interlocuteurs qui permettent de voir aussi les solutions qui existent aujourd'hui, qui se profilent, et puis les freins qui restent encore à lever. Je vais laisser Alain Kérusoré, qui est conseiller culturel et qui est notre animateur de cette conférence que nous avons choisi et sollicité pour animer ce débat, et qui vous présentera l'ensemble des intervenants. Voilà, je vous laisse, merci et bons échanges. Merci Madame la Présidente. Donc je vais déjà faire un premier tour de table avec nos différents partenaires pour qu'ils se présentent, et ensuite on lancera en vrac un certain nombre de questions auxquelles vous aurez à répondre. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter les uns les autres, et ensuite nous entamerons le vif du débat. Oui. Alors Jean-Pierre Cogan, je suis président d'une société qui s'appelle Art Partenaire et qui a par vocation d'intervenir dans la conservation-restauration pour aider les restaurateurs du patrimoine qui sont agréés musées, pour leur permettre de travailler sous un statut salarié, parce que des fois c'est très difficile de devenir indépendant. Donc nous réunissons à peu près 80 salariés qui interviennent donc pour la restauration des musées. Nous avons un atelier à Paris, un atelier à Marseille, et cela leur permet de pouvoir faire leur activité en toute sécurité, et justement de ne pas avoir à s'occuper de toute la partie administrative qui est fort chronophage quand on est indépendant et tout seul. Voilà, donc c'est une structure qui est un atelier qu'on appelle atelier de gestion pour permettre de favoriser un petit peu ces jeunes qui sortent de ces écoles et qui puissent travailler immédiatement. Bien, bonjour, je m'appelle Richard Pubasset et je travaille également avec un art partenaire avec Jean-Pierre Cogan. Je travaille donc sur la conservation et la restauration, mais depuis 2 ans, nous travaillons également avec les artisans d'art, mais d'une manière plus spécifique, puisqu'ils ont beaucoup de temps à travailler sur leurs œuvres, mais ils ont peu de temps pour
avoir une bonne visibilité sur le marché et faire des recherches sur des problématiques dont ils ont besoin. Donc on les accompagne à ce niveau-là sur leurs demandes et on fait des démarches pour mettre en valeur et mettre au jour le travail qui est fait avec ces artisans sur le marché français. Bonjour, Marc Auvray, je suis chargé de tout ce qui est affaires, communication dans les ateliers Vosel et on travaille dans la ferronnerie d'art et la métallerie décorative. Bonjour, Fabienne Lantin, j'ai un cabinet de conseil et formation en marché public et j'accompagne notamment les petites structures à la réponse aux appels d'offres et à toutes sortes de consultations. Bonjour, moi je suis Florence Babix, architecte du patrimoine. Donc je représente les architectes spécialisés dans la restauration du patrimoine. Nous travaillons beaucoup évidemment avec les artisans d'art. Nous sommes très soucieux de leur pérennité et nous confrontons nous-mêmes, quand nous avons des petites structures, aux mêmes difficultés d'accès à la commande publique. Donc on connaît bien le problème. Bonjour, Dominique Bréard, tailleur de pierre à Niort en Poitou, installé depuis 30 ans et président de la commission patrimoine à Atelier d'Art de France. Bonjour, je suis Jean Sablé, peintre en décor. J'exerce ce métier depuis 35 ans. Je suis artisan et enseignant, puisque parallèlement à mon activité donc, de peintre en décor, je transmets ces techniques de la peinture décorative à des stagiaires. Et j'apporte également ma modeste contribution à la justice en faisant des expertises dans le domaine des finitions artistiques intérieures. Donc je connais bien les supports et je pensais que cette connaissance m'aurait permis d'accéder au marché public. On en reparlera. Merci de cette présentation. J'avais préparé une présentation particulière pour cette table ronde que je vais être obligé d'abandonner puisque j'ai pu échanger avant le début de cette table ronde avec Fabienne Lantin qui avait l'air de dire que tout était réglé depuis très peu de temps et que le sujet de la table ronde n'avait plus lieu d'être. Je plaisante, je grossis le trait. Puisqu'il semble qu'une ordonnance de 2015 et dont les décrets d'application ont été mis en place en 2016, donc c'est évidemment très récent, donc nous ne sommes pas très en retard dans notre pensée, a été rédigée et mise en vigueur sur la réglementation des marchés publics, mais pour autant je pense que les problématiques demeurent et peut-être que si un certain nombre d'avancées ont été faites dans ce domaine, il ne reste pas moins que c'est quand même un sujet très sensible parce que beaucoup d'entreprises semblent en souffrir encore et que cette accessibilité au marché public leur pose encore un certain nombre de problèmes. Je vais donc passer d'abord la parole à Florence Babix parce que je crois que vous avez votre assemblée générale et que vous avez fait partie, comme nous tous, des commissions, ou enfin en partie au Atelier d'Art de France, des commissions sur le patrimoine. Et cette notion ces problématiques autour des marchés publics, c'est un peu comme le trou de la sécurité sociale. En 40 ans de travail autour des métiers d'art, on en entend toujours parler. On a l'impression que ce ne sera jamais réglé, que c'est un serpent de mer. Donc, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez déjà eu connaissance de ces ordonnances et de cette réglementation nouvelle ? De quoi il s'agit Alors, écoutez, le dialogue commence entre vous. Donc peut-être que je les connais sans savoir les dates exactes. Oui, alors la réforme de la commande publique s'est manifestée effectivement il y a 2 ans avec la sortie de cette ordonnance, qui est la transposition des directives européennes. Elle se veut être la modernisation de la commande publique et une simplification, ce qui peut effectivement effrayer avec beaucoup de paperasserie notamment, est en marche. Et on peut dire qu'il faut quand même porter à la connaissance de toutes les entreprises, notamment les petites structures, que ce n'est plus effectivement, même si c'est encore le serpent de mer, mais il y a une simplification dans la présentation des dossiers. Qu'il va falloir bien appréhender avec des nouveaux formulaires, une nouvelle approche, mais toujours avec cet esprit de curiosité où il va falloir s'intéresser aux besoins qui sont à satisfaire. Alors autour de cette table,
quelles sont les personnes qui avaient déjà entendu parler de cette modification de la réglementation des marchés publics? Bon, alors il y a quand même un problème de communication de la part peut-être de l'État et des services de l'État sur cette Alors moi, sur ce cette que je sais, réglementation. c'est que par exemple, les dossiers fiscaux ne sont plus demandés d'emblée, mais on a, si on est retenu, un certain nombre de jours ou de semaines pour les présenter. Si c'est ça dont vous voulez parler. Notamment. Sinon, il y a toujours les mêmes formulaires. Des C1, des C2, des C3, des Qui C4, vont des évoluer. C7, etc. Oui, qui Oui. vont évoluer également. Pour l'instant, ils sont encore en vigueur, mais en 2018, ce sera une grande année où chacun va devoir effectivement découvrir ces formulaires qui sont là pour normalement faciliter la vie des entreprises et des acheteurs également. Et en tout cas, sur le formalisme, on est vraiment sur une grande avancée d'une simplification. Même si maintenant on était très habitué. Donc là, oui, c'est ça, au l'inquiétude, formulaire. et là, ce qu'il y avait sous la question de Florence Babic, c'était de savoir si c'était une réforme purement technique de facilitation des dossiers, ou s'il y avait une véritable refonte et une accessibilité plus facile pour des petites entreprises comme c'est les métiers d'art. Parce que si c'est qu'une simplification des règles administratives, mais pas accompagnée par une modification philosophique de ce qu'est l'accessibilité au marché public pour les entreprises de métiers d'art, ça n'est qu'un amendement technique. Alors, je pense que les métiers d'art ne sont pas oubliés au sens où on va vers quand même plus de pragmatisme, une priorité au fond par rapport à la forme, et que les acheteurs sont sensibilisés sur, je dirais, votre cœur de métier pour pouvoir, au moment de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, le terme pompeux pour parler de la mieux-disance, venir indiquer des critères qui tiennent compte des particularités de votre secteur. Donc là aussi, on attend beaucoup de la part des acheteurs qui prennent conscience que finalement, les marchés publics ne sont là que pour réguler l'utilisation des bonnes deniers des marchés publics, des deniers publics, mais aussi pour tenir compte de la finalité. Et cette finalité qui est toute particulière pour vous, où effectivement, on peut se sentir lésé parce qu'on sent que sur les critères techniques, ce n'est pas tout à fait ça. Et il faut pouvoir aussi détecter là aussi les valeurs de ces critères, la pondération qui est accordée et savoir si vous avez toutes vos chances de pouvoir vous positionner. Donc c'est un travail effectivement dans la forme où on voit que la simplification, bon effectivement, elle est là et qu'il va falloir encore examiner si dans la partie technique, vous êtes en mesure de bien présenter les dossiers et de faire valoir au regard des critères qui sont indiqués dans chaque dossier et qui varient en fonction des acheteurs, encore une fois, pour pouvoir vous positionner. Alors, c'est ce que je pensais au départ, mais vous allez pouvoir répondre. On assiste probablement à une simplification, c'était le grand mot, et puis c'est la fin du dernier quinquennat, où on parlait de simplification de la vie administrative. C'est déjà une très bonne chose, et tout ce qui va dans le sens de la simplification et de permettre aux entreprises de ne pas être submergées par du papier est bon. Mais si la philosophie de l'accessibilité des marchés n'a pas changé dans la réglementation, ce n'est pas en simplifiant les formulaires que la philosophie et cette accessibilité va bouger. On va demander à Florence Babic son avis. Alors, en fait, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté. Il y a d'abord l'information. Comment on accède à l'information sur le fait qu'il y a un marché public dans une région qui vous intéresse, dans un domaine qui vous intéresse, et comment arriver à croiser cette information sans avoir un secrétariat qui épluche quotidiennement ou toutes les possibilités, c'est-à-dire souvent ce sont des journaux. Finalement, la maîtrise d'ouvrage public, elle a plusieurs vecteurs pour faire savoir qu'elle lance des marchés. Et on n'est pas toujours branché sur le bon document, sur la bonne piste, parce que parfois ce sont des journaux, parfois c'est sur Internet.
Bon, alors donc il y a déjà la difficulté de l'information. Ensuite, il faut pouvoir calibrer. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond aux capacités de l'entreprise? Comment savoir si le marché qui est proposé est dans nos cordes? Donc ça veut dire qu'il faut commencer à l'étudier alors que finalement on n'est pas du tout sûr de pouvoir répondre. Ensuite, il y a le dossier lui-même, le dossier de candidature. Donc avec ces documents qui s'appellent DC1, DC2, enfin vous les connaissez probablement, qui sont donc ceux-là, ils sont relativement bien faits, faciles. Une fois qu'on en a fait une dizaine, on peut assez facilement les reproduire, enfin les adapter. Ensuite, il y a les critères, justement. Hein, les critères, donc, il faut qu'ils soient bien annoncés dans l'offre publique pour savoir si on est capable de correspondre aux critères demandés. Et effectivement, dans quel ordre ces critères sont requis. Et ensuite, au niveau de quand on fait une offre de prix, comme vous disiez, il y a un gros problème entre le moins 10 ans et le mieux 10 ans. Donc notre association travaille aussi depuis pas mal de temps à convaincre la puissance publique qu'on ne peut absolument pas se baser que sur le moins 10 ans. Il faut mettre en place des dispositifs qui permettent d'avoir une lecture plus fine de la proposition. Alors, ça, c'est effectivement le sujet crucial sur le mieux 10 ans et le moins 10 ans. Pendant les 3 premiers jours du Salon du patrimoine, j'ai interrogé beaucoup d'entreprises, dont certaines sont présentes et auront peut-être des questions à poser. C'est le problème du mieux 10 ans et du moins 10 ans. Donc, est-ce que le cabinet, puis un partenaire peut nous donner des renseignements? Alors effectivement, si vous voulez, entre le moins 10 ans et celui qui fait le plus cher, il faut avoir à l'esprit quel est son prix de marché. Et surtout, la principale chose à faire, c'est d'abord de voir avec la commande publique, c'est-à-dire d'avoir une action vers la commande publique, de savoir un petit peu quel est ce marché, dans quel contexte il se situe. Si on prend un appel d'offres comme ça brutalement, sans avoir un peu une connaissance un petit peu de l'environnement du service des marchés auquel on va adresser notre proposition, c'est un petit peu compliqué. Elle est trop anonyme. Il y a besoin au préalable pour l'entreprise de faire d'abord la réponse à un appel d'offres. Est-ce que c'est une stratégie de l'entreprise et de vouloir vraiment répondre à un appel d'offres et à ce moment-là se préparer, c'est-à-dire il faut en amont avoir une action commerciale vers les acheteurs publics. Ça, c'est très important aussi de le connaître. Et à partir du moment où on a cette connaissance des acheteurs publics, on sait à peu près comment ils traitent un dossier. Et surtout, effectivement, c'est de répondre au niveau des prix, au prix du marché, et pas en sachant qu'une offre qui est trop moins disante, elle peut être contestée ensuite si effectivement le marché a été attribué à quelqu'un où on pense qu'il y avait une erreur. Oui, je vous en prie. Je vais passer la parole à M. Auray parce qu'il y a un problème de moins 10 ans et de plus cher. Mais également, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que face à un acheteur, bien souvent, l'acheteur n'est pas du tout technicien. Et il fait des choix par rapport à un prix affiché, mais c'est pas des fois, ça ne correspond pas toujours à la demande réelle. Et bien souvent, il y a des marchés qui sont emportés, et techniquement, ça ne correspond pas vraiment à ce qui a été demandé. Et là-dessus, j'aimerais bien que M. Auray prenne la parole, parce qu'il a quelques cas à préciser. Oui, donc par rapport au moins 10 ans et au mieux 10 ans, il y a aussi un problème de technicité sur la demande qui est faite. C'est-à-dire que nous, on reçoit les appels d'offres. Sur les appels d'offres, il est stipulé que telle ou telle technique doit être mise en place, mais souvent, déjà, c'est relativement vague.
Et par rapport à ça, nous, on va proposer par rapport à notre métier de tel type, et par rapport à l'époque, par exemple sur le patrimoine, tel type de montage mécanique, etc., etc. Et on se rend compte que la personne qui est la moins disante, elle va utiliser par exemple de la soudure. Alors la personne va se retrouver avec le marché en place, il va gagner le marché, il va mettre de la soudure, qui n'a rien à voir avec l'époque. Donc je voudrais bien savoir qui est en capacité d'analyser et de dire, ben voilà, cette personne, même si elle est moins chère que l'autre, pourquoi elle a le droit à ce marché? Pourquoi on lui a offert ce marché? Et souvent, c'est le cas. Ça a été le cas, par exemple, pour à Arras, je ne sais plus, c'était l'abbaye, je crois, d'Arras, ou je ne sais plus quoi, pour une grille. Nous avons fait l'appel d'offres, nous avons mis des montages, on va dire, mécaniques, normaux, de l'époque, etc. Et tout d'un coup, en face de nous, la personne qui a eu l'appel d'offres, c'est quelqu'un qui a fait de la soudure. Et moi, je trouve que c'est pas logique. Dans ces cas-là, si on fait un appel d'offres, on est tous au même niveau. Alors, normalement, il y a un CCTP, un cahier des clauses techniques particulières qui est fait par les architectes. Encore faut-il que les architectes soient suffisamment formés en technique traditionnelle pour pouvoir faire la différence entre un montage boulonné, vissé ou soudé. Et c'est dans nos prérogatives de décrire ces choses-là et d'attirer l'attention. Normalement, c'est aussi nous qui faisons l'analyse des prix. Quand le maître d'ouvrage reçoit les offres, et dans cette analyse de prix, on est tout à fait fondé à indiquer sur tel poste, le moins cher n'a pas utilisé la technique demandée, ou le moins cher utilise une technique qui est effectivement nettement moins chère que son concurrent. Enfin, il faut donner un avis là-dessus, effectivement. Mais ça pose la question de la formation des architectes au bâti ancien. Et donc, c'est bien ce qu'on est, des architectes du patrimoine, avec une spécialisation de 2 ans. Alors justement, je voulais rebondir là-dessus. Souvent, on nous appelle vous architectes, vous nous appelez pour justement faire des consultations gratuites, en règle générale, parce que en fait, je ne vous parle pas de vous personnellement, je parle en général. Donc on nous appelle, on doit faire des consultations sur tel monument, sur tel édifice, sur tel ouvrage à restaurer ou à réhabiliter, peu importe. On donne nos consultations. Des fois, on ne voit jamais l'appel d'offres, parce qu'il faut aller la chercher, je ne sais plus où. Donc ça, c'est compliqué. L'accès, voilà. L'information, c'est important. Donc, donc on fait du bénévolat des fois. Et on est des experts quelque part. Donc c'est vrai qu'on a aussi ce rôle de conseil. On aimerait aussi que ce rôle de conseil soit reconnu par rapport à ça. Mais oui, de toute façon, enfin, nous, c'est bien pour ça qu'on participe à ce genre de table ronde, qu'on participe au salon. C'est qu'on a besoin des entreprises spécialisées, pointues, les petites entreprises. On a beaucoup d'intérêt et de plaisir à travailler avec des entreprises qui ont une spécialité, qui ne sont pas des entreprises générales qui vont faire aussi bien l'un que l'autre, mais finalement souvent beaucoup moins bien que des petites entreprises spécialisées. Et c'est bien le problème, c'est l'accès à l'information de façon à ce que ces petites entreprises puissent répondre à des marchés très pointus et avoir un dialogue avec l'architecte. Alors ça, c'est l'autre sujet effectivement crucial dans l'attribution des marchés publics, c'est l'information, savoir comment les entreprises, vous avez accès à ces informations. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous avez besoin d'avoir des outils particuliers? Est-ce qu'il y a un devoir de veille qui doit être créé par des entreprises ou par des structures comme Ateliers de France, par les architectes du patrimoine? J'avais suggéré ça. Oui, je sais, c'est pour ça que je vous tendais le micro ou la perche pour qu'il puisse y avoir ce style de réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas un devoir de veille pour dire tel marché se crée. Bon, il y a aussi, alors ça c'est un problème d'information par rapport aux entreprises, donc on pourrait peut-être demander aux entreprises qui postulent quels sont leurs sentiments sur cette accessibilité au niveau de l'information. Ensuite, on parlera du niveau de technicité, de votre qualité, savoir si vous avez le droit ou pas, ça c'est un autre problème aussi très crucial. Alors sur l'information, Jean peut-être. Jean.
Tu réponds, toi, aux appels d'offres? Je ne réponds plus aux appels. Bah oui, mais si tu réponds plus, pourquoi tu ne réponds plus? Parce que l'information ne parvient pas, quoi. Donc, et puis, il y a aussi le fait que on n'est pas... nous, les petites structures comme les nôtres, des structures unipersonnelles, ne sont pas consultées. Alors, je pense que c'est peut-être lié à une certaine fébrilité des acheteurs qui n'ont pas très confiance en notre solvabilité. Enfin, je ne sais pas, en tout cas, on peut apporter des preuves de notre solvabilité, ça, c'est pas le souci. Mais en tout cas, dans mon domaine, il y a surtout, celui de la peinture décorative, il y a surtout des grands groupes, des grosses entreprises qui ont le marché. Et je comprends qu'elles puissent être consultées sur des grands projets, mais très souvent, nous sommes, je ne dirais pas évincés, parce qu'il n'y a pas une volonté délibérée des acheteurs d'évincer les petits artisans, mais nous ne sommes pas consultés. Et on est consulté par contre par ces grandes entreprises qui viennent nous chercher et in fine, c'est nous qui nous retrouvons sur les échafaudages. Oui, alors vous êtes en sous-traitance oui, ouais, mais ouais. ça c'est pas très normal, ça c'est vraiment. C'est pas normal. Et vraiment sur des domaines très pointus, et ça rejoint ce que disait monsieur, c'est qu'on voit des choses assez médiocres dans des lieux prestigieux. Et ça c'est assez consternant pour nous, dont c'est le cœur de métier. Alors, pour ce qui est du patrimoine bâti, c'est très visible. Pour le patrimoine mobilier, c'est encore pire, puisque le marché est clos, d'après ce que je peux savoir, les expériences qu'on a depuis des années par les élèves de la formation de l'INP. Et on sait très bien que non seulement il y a l'information, l'accessibilité à l'information, mais l'accessibilité vis-à-vis de la formation aussi des entreprises qui sont quelquefois rejetées parce qu'elles n'ont pas les critères d'après l'État ou d'après les marchés, pas critères suffisants pour pouvoir postuler. Et là, on a des cas tout à fait ubuesques. On cite toujours ce cas d'école de l'achat des grands clavecins, de la paire de clavecins à Sotheby's et en France, qui ont été attribués il y a quelques années, une partie achetée par la France, une partie achetée par les Américains. La France a fait une restauration confiée à un élève de l'INP qui a cassé la table harmonie, et le marché public a été refusé au maître d'art qui était le plus grand restaurateur français, et l'élève du maître d'art est venu le voir en disant tu n'as pas eu le marché, mais moi j'ai restauré le clavecin, j'ai fait une bêtise, il est cassé, est-ce que tu peux le réparer? Mais ton nom n'apparaîtra pas. Donc il y a quand même un problème aussi d'accessibilité vis-à-vis de la formation. Est-ce que vous sentez cette difficulté par rapport à... C'est pas qu'une taille d'entreprise, il y a aussi une question peut-être de reconnaissance de votre capacité ou de vos valeurs techniques. Ah oui, tout à fait, oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai une formation technique à la base très poussée, et donc je connais bien la nature des supports, donc je pensais peut-être un peu naïvement que j'allais pouvoir accéder donc, à ces marchés, mais c'est pas le cas, et c'est assez ubuesque, comme vous disiez, c'est que j'ai dans mes formations des gens qui, je m'en réjouis, qui travaillent sur les marchés publics, qui ont accès à ces marchés, et moi j'y suis pas. Donc, historiquement, ils font partie aussi d'entreprises qui elles-mêmes sont agréées à intervenir sur des marchés publics. Oui, alors on parlera peut-être, si on a le temps, de l'agrément. Est-ce que, Dominique, tu pourrais nous donner aussi des informations sur ton ressenti sur cette information, cette accessibilité? Alors moi, il y a longtemps que j'ai abandonné de répondre aux appels d'offres déjà. D'abord parce que déjà, prendre connaissance des marchés qui peuvent avoir lieu même dans mon secteur, fréquemment d'abord au niveau de la taille de pierre, ce sont des lots qui sont noyés dans des lots maçonnerie, et donc ça mériterait certainement certains métiers qui soient plus îlotés, quoi. Donc, et pourquoi la complexité du dossier, ça, c'est sûr. Et puis ces fameux agréments systématiques, de toute façon. Donc notre reconnaissance de professionnel métier d'art n'est pas tellement prise en compte, quoi. Voilà. Donc, moi, mon dernier chantier en appel d'offres remonte pour une institution qui était une chambre de métier. C'était il y a 25 ans, et depuis, je n'ai pas répondu, quoi. Voilà.
Je vais vous laisser la parole parce qu'effectivement, il faut savoir si dans ces nouvelles réglementations, il y a une simplification qui permettrait de mieux comprendre ces dossiers. J'ai discuté avec des exposants au Salon du patrimoine. Dernièrement, il y a eu une attribution d'un marché public pour les peintures de Versailles, pour une partie des peintures de Versailles. Un exposant du Salon patrimoine, depuis des années, très, très connu dans le métier, avait postulé. Il est évidemment moins bien disant, il était plus cher que celui qui l'a obtenu, une entreprise française qui l'a obtenu, dont on sait très bien que les peintures sont fabriquées en Pologne avec des critères qui ne sont pas du tout les critères demandés par le conservateur du musée de Versailles. Alors c'est quand même alors c'est désespérant parce que cette entreprise ne veut plus postuler, parce qu'elle dit c'est pas la peine de postuler, à la fois parce que la qualité de mon travail n'est pas reconnue et financièrement, je suis retoqué financièrement avant que j'ai pu faire appel sur la qualité de mon concurrent, qui était au demeurant une entreprise respectable, mais qui ne répondait pas aux critères techniques. Alors est-ce que vous pensez que cette nouvelle législation va permettre une meilleure simplification et de reconnaissance de l'accès à... Et en termes d'information, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu ? Alors, en termes d'information, il faut savoir que l'un des principes fondamentaux de la commande publique, c'est la liberté d'accès à cette commande publique, et que les petites structures, notamment, sont sollicitées. Alors, effectivement, dans votre secteur, c'est assez particulier, mais il ne faut pas baisser les bras au sens où, effectivement, la sous-traitance, ça peut être un des moyens de se faire connaître, mais que finalement, on voit bien que l'expertise, c'est vous qui la détenez et que vous êtes en capacité de vous positionner. Alors, sous-traitance déclarée ou occulte, hein, parce que des fois, elle est bien là, c'est-à-dire que c'est vous qui le faites, mais vous n'êtes connu de personne, donc c'est beaucoup plus problématique. Il faut véritablement alerter quand vous voyez des dysfonctionnements, notamment sur l'expression de ce besoin, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, si le besoin est mal exprimé, c'est-à-dire qu'il y a un minima qui ne correspond pas à la qualité que l'on voudrait avoir, il faut le signaler. Et c'est là que le bas blesse, parce que quand on définit un besoin à moitié, il est à moitié satisfait, il n'y a pas de secret. Et quand on veut de la qualité, il faut aller jusqu'au bout pour éviter d'avoir des gens qui sous-traitent n'importe comment. Donc, pour avoir cette visibilité sur la commande publique, il faut mettre en place des systèmes d'alerte. C'est vrai que les journaux, ils sont toujours là, mais la simplification vient aussi par cet aspect numérique, où il va falloir mettre en place des alertes avec des mots-clés sur des plateformes qui vont pouvoir très régulièrement vous envoyer quelques consultations qui pourraient vous concerner. Après, bien évidemment, comme tout mot-clé, il faut bien les choisir et être en mesure, là aussi, parce que c'est assez chronophage, d'aller vérifier ce qui vous est envoyé, je dirais même quotidiennement. Je suis moi-même une petite structure, seule au sein de mon cabinet. Je réponds à des consultations d'appels d'offres. J'ai mis en place des mots-clés. Je me rends compte qu'effectivement, l'allotissement, des fois, n'est pas tout à fait pertinent. En fonction du type d'allotissement, je recherche des partenaires. Si j'ai la prétention d'être dans la cour des grands, il me faut des fois y aller à plusieurs, ou au minimum 2, pour pouvoir, là aussi, pourquoi pas, partager, je dirais, le projet qui est quelquefois ambitieux, et faire valoir des références et même des qualifications sur lesquelles, manifestement, on a l'expertise et on œuvre pour d'autres. Donc on doit pouvoir, si c'est un peu plus dur de le faire seul, de le faire à plusieurs ou au moins à 2, de tester cette valeur. Alors je ne sais pas comment vous vous situez par rapport à ces consultations, aux besoins qui sont exprimés, mais quelquefois à plusieurs ça peut être la solution, notamment sur un système de veille que vous pouvez faire entre vous partagez les plateformes, parce que là aussi il y en a plusieurs. Si vous travaillez avec l'État, ça va être Place, la plateforme des achats de l'État, où vous pouvez avoir d'autres structures aussi qui vont publier ailleurs. Mais lorsque vous aurez ciblé les organismes avec lesquels vous souhaitez travailler, vous pourrez plus facilement remonter à leur façon, je dirais, de publier leurs consultations. Parce qu'il y a énormément de façons de le faire.
Oui, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement que l'accès à l'information, bien sûr il y a ces plateformes, mais alors vous mettez restauration, vous avez toutes les cantines de toute la France, vous mettez patrimoine, vous avez des banques, je veux dire c'est pas simple. Hein. Donc je pense que s'il y avait un travail, quelque chose qui pouvait être fait au niveau d'atelier d'art de France ou à un niveau plus haut, ça serait déjà de proposer ce service. Qui serait un service de veille, qui serait un service de veille qui ferait le tri, qui permettrait de sélectionner des entreprises et leur dire là vous avez un marché qui vous correspond. Mais oui, une fois que, mettons qu'Atelier Art de France ait fait ce travail de veille et d'alerte, oui. Alors, c'est déjà le premier pas, c'est l'information. Je pense que si Atelier d'Art de France peut faire quelque chose, l'information, c'est primordial. Si vous n'avez pas l'information, de toute façon, c'est mort. Et en plus, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Si vous arrivez 15 jours après tout le monde, vous avez très très peu de temps pour faire le dossier. Donc il faut l'avoir tout de suite. La deuxième chose, c'est effectivement, il faut quand même savoir que les petites entreprises ont bien sûr, elles ont des coûts de fonctionnement bien moindres que les grosses entreprises. Et donc, si elles étudient bien un dossier, elles peuvent être nettement moins chères que d'autres. Hein. Moi, j'ai eu des exemples sur des vitraux. Les petites entreprises de vitrail très très bien, qui ont fait un bon devis, se sont retrouvés nettement moins chers que des grosses entreprises générales qui proposaient des prestations. Donc nous, architectes du patrimoine, on est très à l'affût de ce genre de propositions. Donc, comme disait Madame, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Nous aussi, on a des petites structures. On sait que si on ne répond pas, on n'aura pas les marchés. Si on répond, on a une petite probabilité. Mais il y a une demande et il y a une attente des architectes sur vos propositions. Mais je connais effectivement beaucoup d'entreprises qui ont renoncé et c'est vraiment dommage parce que ça laisse des boulevards à des entreprises qui sont beaucoup moins qualifiées que vous. Et chez Art Partenaire, justement, voilà, est-ce que vous avez ce devoir ou cette fonction de veille, d'alerte et d'accompagnement? Oui, on le fait en partie, mais il y a quand même une chose sur laquelle je voudrais insister, donc ce problème de visibilité des appels d'offres, donc d'accessibilité. Le point est important, parce que ce qu'il faut prendre en compte, même si les petites structures n'ont pas les mêmes coûts de fonctionnement qu'une grosse, et ont des coûts moins importants, il faut savoir que pour une société unipersonnelle, le temps qu'elle passe à se trouver un appel d'offres, pendant ce temps-là, elle ne produit pas, parce qu'elle est toute seule. Donc, il faut faire tourner la machine. Donc, c'est vrai que l'accessibilité et la simplification pour y avoir accès, donc un gain de temps, ce serait quand même un des points principaux, je pense. Donc une des solutions serait de créer justement peut-être une plateforme de veille qui serait dédiée uniquement au métier d'art, qui pourrait travailler en liaison à la fois avec les entreprises, à la fois avec des gens comme Art Partenaire, des entreprises et les architectes, et qu'il puisse y avoir une sorte d'alerte en disant voilà, il y a tel marché, vous pouvez y aller, on va vous aider à le réaliser. Et on a quantité de petites églises qui sont protégées ou qui sont inscrites ou pas, qui ne nécessitent pas forcément de label Calibat. On demande de l'expérience, mais pas forcément un label. Il n'y a pas que les grands monuments classés. Hein. Il y a tout le patrimoine. Un petit patrimoine dit de proximité. Et nous, on est quand même à peu près, je sais pas, on est peut-être 800, 900 en France, enfin au moins 450 en activité libérale. Et on ne fait pas tous des classés. Donc, on est très demandeurs de gens comme vous. Il ne faut pas abandonner, parce que sinon, si vous abandonnez, nous aussi, parce que nous, on est pris dans la même machine qui broie. Les petites entreprises d'architecture, à 1 ou 2 ou 3 personnes, elles sont éjectées des grands marchés. C'est pareil. Hein. Alors même sans parler de grands... Je vais devoir vous quitter pour oui, bien sûr. Merci beaucoup, Florence Babix, et remercier les architectes du patrimoine de vous avoir prêté
ces quelques instants. Sur l'accessibilité des marchés, il y a un autre domaine qui est celui de la reconnaissance de la qualité des entreprises. C'est un souvenir que nous avons eu au Salon du patrimoine il y a quelques années, lors d'une visite d'un ministre qui inaugurait le salon. Je crois que Serge Nicole s'en souvient. Le ministre a été obligé de partir en catastrophe parce qu'un des métiers d'art, même un maître d'art, avait fait la grève de la faim. Ça avait défrayé la chronique parce qu'il avait été... il n'avait pas pu accéder à un marché public dont il était lui-même d'ailleurs à la fois le créateur et l'acteur principal. Donc est-ce que les entreprises françaises de TPE et PME, mais surtout les TPE, se sentent un peu exclues parce qu'on ne reconnaît pas, j'allais même pas dire votre spécificité ou votre technicité, mais quelquefois les diplômes que vous présentez. Jean, qu'est-ce que tu en penses, puisque tu disais qu'on demande de sortir soit de l'INP, soit de... En tout cas, pour les marchés publics, il y a des freins, j'allais dire, au diplôme. Oui. Oui. En fait, moi, j'ai pas, on m'a jamais vraiment demandé mes diplômes, hein, mais c'est vrai que j'en ai eu quelques-uns qui auraient pu faire valoir cette expérience et ce savoir-faire. Mais non, c'est pas. Je pense que c'est d'emblée, il n'y a jamais eu de possibilité de pénétrer, d'entrer dans ce domaine ce marché. Oui. Les diplômes, c'est un mal français, tout le monde le sait. On respecte énormément les diplômes plutôt que la technicité et les années passées à faire. Même s'il y a ce qu'on appelle les VAE, c'est quand même compliqué. Et on sait très bien que certaines entreprises, pour accéder à ces marchés, on leur demande. Il y a dernièrement, c'est un exposant de Salon du patrimoine, je ne sais pas s'il est ici, qui me disait, c'est Alain de Saint-Exupéry, on peut le citer, qui est un grand maître d'art. Il avait postulé pour un marché. Ce marché lui a été refusé parce qu'il n'avait pas les diplômes. Et comme c'était le seul qui pouvait le faire dans toute la France, voire en Europe, on lui a fait faire une formation accélérée en 6 semaines pour obtenir le diplôme qu'en principe on met en 3 ans. C'est quand même, pour quelqu'un comme lui, c'était quand même assez étonnant. Hein. Alors, cette problématique du diplôme, nous, on la voit souvent, parce que sur les appels d'offres, il est stipulé bien souvent le diplôme qui est demandé pour répondre à l'appel d'offres. Mais on ne va pas refaire l'histoire, mais il faut savoir quand même que ça date de 1984, cette histoire, quand la France, le gouvernement français, a voulu se mettre au niveau de l'international pour que les restaurateurs et les conservateurs soient une branche de métier bien reconnue. Donc ils ont fait une législation avec une formation Bac plus 5, bon je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais il faut savoir que depuis 1984, les maîtres d'art, les maîtres artisans se sont retrouvés ne pouvant plus répondre au marché public, alors que c'était eux qui faisaient ça avant. Alors effectivement maintenant, il y a des demandes de diplômes, les artisans d'art peuvent y répondre, mais la complexité pour y répondre, là je vais laisser la parole à M. Auray, parce que je ne suis pas artisan, je ne fais que les représenter et avoir l'expérience pour les aider, mais voir les problématiques qu'on a pour pouvoir répondre à un appel d'offres public sur sa spécificité. Vous voulez répondre, M. Auray ? Oui, par rapport au diplôme, donc en fait, il y a des diplômes d'un côté, et puis aussi les qualifications, donc ils nous demandent des qualifications, genre Calibat, le PV, c'est des qualifications qu'on peut avoir si on fait des dossiers, Calibat en plus, je vais parler du métier de la métallerie, ferronnerie, beaucoup sont Calibat. Quand on regarde et qu'on est un peu expert, on peut imaginer, on peut voir que sur tous ceux qui sont Calibat, si c'était moi qui devais faire entre guillemets le jury, j'en donnerais pas autant. Mais ça, c'est la petite histoire. Voilà, en fait, on donne un diplôme à une entreprise, on dit à une entreprise, il a un label, et avec ce label, il peut répondre. Mais ce n'est pas obligatoirement qu'il soit vraiment qualifié. Moi, je suis désolé par rapport à ça. Moi, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des experts à un certain titre qui disent telle entreprise est qualifiée, quel est un diplôme, un label, un machin, un truc. On s'en fout que le type dise, ou la dame, peu importe, c'est large, disent, voilà, cette entreprise
peut faire ce travail, monsieur peut faire ce travail parce qu'il a les compétences, parce que derrière, il peut suivre au niveau financier, etc. Mais il faut arrêter d'avoir tout sur papier parce qu'à un moment donné, on va se casser vraiment la figure. Et en même temps, on aide les lobbyistes à accéder à beaucoup de marchés et à notre détriment, nous petits artisans. Donc il faut créer un lobby des petits artisans de manière à ce qu'il puisse y avoir un contre-pouvoir entre les grosses entreprises et les toutes petites entreprises. Pourtant, c'est dans l'air du temps, oui. Si je puis me permettre, en tout cas dans la liberté d'accès à la commande publique, effectivement, on peut avoir un côté normatif, diplôme, qualification ou autre, mais il faut savoir que l'acheteur est obligé d'en apprécier toute équivalence. C'est-à-dire que vous n'avez pas effectivement le diplôme du grande école, etc., parce que vous avez un autre cursus. Ce que vous allez présenter comme capacité professionnelle et technique doit être mis en avant de manière à pouvoir évaluer cette équivalence. On ne pourra pas vous évincer au seul fait que vous n'avez pas le diplôme qui est indiqué. Donc l'équivalence, voilà, par tout moyen. Tout moyen, c'est votre expérience, les méthodes que vous utilisez pour faire valoir votre niveau. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas répondu à la question d'Alain Carusory quand il m'a demandé si j'avais des diplômes. Parce qu'effectivement, j'en ai, mais je ne vous ai pas dit lesquels. Mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai eu la chance d'intervenir sur des travaux de restauration dans des hôtels particuliers, dans des lieux assez prestigieux, vraiment où ça demandait une technicité très, très, très pointue. Mais voilà, j'ai ces références. Mais elles ne sont pas. J'ai pas eu l'occasion de pouvoir les présenter et d'argumenter autour de ça, quoi. Bon, là, ça va peut-être dépasser un peu notre périmètre d'intervention, mais c'est vrai qu'il faudrait faire aussi une conférence sur la différence entre les marchés publics et les marchés privés, les marchés de proximité, les marchés territoriaux. Là, on parle un peu dans la généralité, surtout avec les marchés publics, qui sont quand même cooptés en grande partie par les inspecteurs des monuments historiques, par l'INP, par un certain nombre de... même si la VAE existe, et même si la reconnaissance des diplômes, et vous avez raison de le souligner, existe et qu'on en prend, on les prend en compte, il n'en reste pas moins que les gens qui sont dans les commissions sont des gens qui sont issus des mêmes corps et qui ont forcément un regard plus favorable. Donc c'est un des sujets sensibles. Il aurait fallu qu'on aborde aussi le problème de la rapidité d'exécution des commandes, de la rapidité aussi d'instruction des dossiers, parce que là encore une fois, si un facteur d'or me disait tout à l'heure, quand il y avait une restauration d'un orgue en Alsace, pour un facteur français comme moi, j'ai mis plus de 3 mois à monter le dossier, à y répondre, à envoyer les pièces. Le même orgue à 100 km en Allemagne, j'ai présenté mon dossier en 8 jours, j'ai eu la réponse favorable des Allemands. Donc il y a aussi une lourdeur spécifique française de l'administration qui fait que c'est très compliqué pour une entreprise de passer 3 mois à faire un dossier, alors que les homologues allemands à 100 km de là, et c'est rien entre Mulhouse et Saarbrück, c'est vraiment 100 km, non. Voilà, 8 jours pour l'un et 3 mois pour l'autre. Là, peut-être que la simplification va accélérer les délais. Et ne parlons pas des délais paiement. Hein. Non, mais les délais de procédure, effectivement, on constate que l'on presse les entreprises à répondre. Avec des dossiers peut-être pas tout à fait en accord parce qu'on était jusqu'à présent sur beaucoup de formalisme. Donc si on va alléger la partie administrative et se concentrer sur le cœur de métier, on demandera là aussi un dossier technique à la hauteur des exigences et avec suffisamment d'informations pour pouvoir départager tous ces soumissionnaires. Mais c'est sûr que on peut avoir un dossier un peu plus allégé si c'est quelque chose d'assez classique. Puis on ira dans la complexité, dans la technicité, le dossier sera un peu plus compliqué à mettre en œuvre, notamment quand il s'agit d'avoir de la qualité derrière. Donc les délais, ils sont ce qu'ils sont. Il faut savoir aussi qu'on parle beaucoup de procédures finalement avec des supports de publicité ou autres, mais il y a aussi ces besoins que je qualifierais un peu exotiques qui ne vont pas paraître très, je dirais, officiellement au niveau des plateformes ou autres, où vous pouvez être sollicité et là sous le format de devis. Donc ça me fait penser que peut-être que c'était dans ce cadre-là, ils ont fait une demande de devis sur une action très, très ponctuelle
ponctuelles. Là, ça peut aller très vite. Et pour être consulté, il faut être connu. Donc là, ça on tourne un petit peu en rond. On est connu quand on répond à des appels d'offres, souvent, parce que c'est un vivier, je dirais, d'entreprises potentielles amenées à répondre sur d'autres consultations qui ne feraient pas l'objet de publication. Et là, ça peut aller plus vite. Bien, alors comme on arrive pratiquement à la fin de cette table ronde, j'en retiens un certain nombre d'éléments. C'est que la perception qu'en ont les entreprises des marchés publics n'a pas beaucoup évolué malgré ce décret de 2016 et cette ordonnance de 2015. Donc il y a un travail aussi peut-être de sensibilisation que vous pourrez peut-être faire et que vous pourrez contribuer par votre expérience auprès de la TER de France à faire remonter ces informations. J'en tire aussi une autre information, ce n'est pas une conclusion, mais qu'il serait bon dans l'avenir, que ce soit au sein du Salon du patrimoine culturel ou de la TER de France, que des intervenants à la fois de l'État, des collectivités territoriales, des représentants de l'INP, en faisant venir leur directeur et des commissions, enfin des experts territoriaux et des marchés publics puissent intervenir pour qu'eux puissent se dire effectivement quelles sont leurs sensibilités par rapport à cette évolution, mais qu'on sent qu'il y a toujours une problématique qui n'est pas apurée malheureusement malgré ce décret. Je ne sais pas si on a le temps. Est-ce qu'il y a des questions oui, qui voudraient poser des questions? Je vous en prie. Et je ne sais pas s'il y a un micro ou pas. Il y a un micro dans la salle. Nous n'aurons malheureusement pas beaucoup de temps puisqu'on a déjà dépassé d'1 minute, mais ça peut se continuer peut-être dans le foyer. Bonjour, Judith Kagan, sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés. Je voudrais préciser un certain nombre de choses. Il n'y a pas d'agrément pour travailler et répondre à des marchés publics. Le seul agrément qui est obligatoire par la loi, c'est le livre 4 du Code du patrimoine relatif aux musées de France. Donc c'est seulement dans le cadre des musées de France qu'il y a des critères a priori de qualification qui sont demandés. Dans le reste du domaine de la restauration du patrimoine en général, et il faut encore entendre ce qu'on veut dire dans restauration du patrimoine, est-ce qu'il s'agit de reconstitution, est-ce qu'il s'agit de conservation-restauration, ce n'est absolument pas la même chose, est-ce que c'est de création à l'identique, les compétences qui sont demandées sont différentes, et vous n'avez pas besoin de label ou de qualification particulière. En revanche, le donneur d'ordre, maître d'ouvrage, public ou privé, parce que ce n'est pas seulement une question de marché public, doit préciser, comme l'a dit tout à l'heure Florence Babix, ce qu'il souhaite. Est-ce qu'il s'agit effectivement de travaux de conservation-restauration qui demandent une technicité spécifique ou, par exemple, dans le domaine de M. Sablé, est-ce qu'il s'agit de refaire à l'identique ou, d'après des documents, des peintures, donc ça ne sera pas les mêmes qualifications. Vous ne pouvez pas tout mettre sur le dos de l'INP. L'INP forme à 5 ans, en master, au niveau master. Dans certains cas, les marchés publics demandent cette qualification parce que ça correspond à la technicité voulue, parce que ça correspond au cahier des charges, mais ça n'est pas une généralité. Vous ne pouvez pas dire... On avait bien pris ici la distinction entre les marchés publics et les marchés d'État. Et les marchés des musées, c'est tout à fait particulier. Le label entreprise du patrimoine vivant est une labellisation, effectivement, qui n'est pas un critère de qualification. Absolument. Calibat est un label, comme vous l'avez dit, interprofessionnel, qui donne une idée du niveau de qualification. Mais comme l'a très bien dit Madame Lantin, il y a toujours qualification ou équivalent. Voilà. Merci de cette réponse de l'État. Je reprécise tout ça parce que vous avez dit à plusieurs reprises que les élèves de l'INP ceci, les élèves de l'INP cela. Non, il faut voir quel est le cahier des charges qui est donné. Est-ce qu'il s'agit d'une restauration? Est-ce qu'il s'agit d'un travail de réflexion à l'identique qui ne demande pas la même technicité? Et ça, c'est valable tant pour le patrimoine bâti que pour le patrimoine mobilier. Tout à fait. Je réponds aussi à la question de l'orgue en Alsace. Les orgues en France sont des propriétés publiques et donc ce sont des marchés publics.
Oui, bien sûr. Les orgues en Allemagne sont propriété de l'Église et ce sont des marchés privés, donc il n'y a pas d'appel d'offres. Voilà. Il n'y a pas d'appel. Je disais simplement. D'où ça explique la différence de procédure. Et je finis juste sur la question de la simplification. Effectivement, les ordonnances sont parues. Si vous allez sur le site de la Direction des affaires juridiques du ministère des Finances, vous aurez toutes les explications. C'est un site de mieux en mieux fait, qui est à destination non seulement des acheteurs, mais également des opérateurs susceptibles de répondre au marché public. Et vous aurez tous les délais de procédure. Et en particulier, j'attire votre attention sur un domaine qui concerne absolument les très petites entreprises, qui est le marché public simplifié, et qui, à mon avis, dans l'avenir, se généralisera. Une autre chose aussi qui est faite en faveur de la simplification, c'est toute l'idée de la simplification autour de « dites-le nous qu'une fois ». C'est-à-dire quand un candidat à un marché public a répondu une fois et qu'il a donné une fois ses données d'identité, etc., il n'a plus besoin de les redonner par la suite. Donc, véritablement, je peux confirmer que l'ensemble des ministères est décidé à simplifier la tâche. Nous, au ministère de la Culture, on souhaite absolument généraliser l'allotissement, permettre l'accès aux très petites entreprises. Je peux vous le dire que c'est notre but prioritaire en termes de marché public. Et merci, dernière chose, je vous incite à regarder notre portail qui s'appelle Conservation-Restauration sur le site du ministère de la Culture, où nous donnons toutes les informations relatives au marché public en général et à la conservation-restauration. Nous terminons en ce moment un guide, marché public et conservation-restauration des biens culturels, qui sera une mise à jour d'un guide qui est mis en ligne depuis 2009 et qui, j'espère, sera en ligne au début de l'année prochaine. Voilà, merci. Merci de cette réponse. Les entreprises qui sont ici vont en tirer évidemment tous les enseignements et les bénéfices, et vous allez regarder si effectivement la voie de l'État se trouve ici en rapport avec vos aspirations, et si vous pensez que les choses, parce que ça fait quand même 2 ans, donc vous n'avez pas senti, vous, une simplification, une simplification. Donc merci. Mais on inviterait aussi effectivement volontiers l'État à participer aux réflexions et apporter son... Oui, merci. Je suis Bénédicte Charme, je suis la fondatrice de MyTailors & Co. Et je voulais intervenir parce que notre plateforme MyTailors & Co. répond exactement à ce souci de visibilité des petites entreprises et très petites entreprises, puisque nous sommes la première plateforme dédiée à la réalisation à la demande sur les univers design, mode, maison. Donc ça comprend également tout ce qui est architecture, décoration, peinture, décor mural, tous les travaux dont vous parlez, ferronnerie, luminaire, etc. Et notre vocation est de mettre en valeur les savoir-faire et de faciliter les échanges avec les clients. Et nous sommes à la fois une plateforme de mise en relation et une plateforme d'appel à projet, d'appel d'offres, qui permet aux clients, aux donneurs d'ordre, en un seul clic, d'envoyer leur demande de devis à un ou plusieurs artisans créateurs en même temps, un ou plusieurs artisans créateurs fabricants en même temps, en mettant tout le monde sur le même plan. Le donneur d'ordre décrit sa demande, peut mettre des pièces jointes, indiquer ses critères. En un seul clic, tous les artisans créateurs fabricants concernés par la demande la reçoivent et peuvent se positionner. Donc n'hésitez pas à y penser. Rendez-vous sur www.mytailorsandco.com. Nous sommes partenaires avec le Geste d'Or et nous avons lancé un grand concours pour célébrer le patrimoine culturel, aussi bien sur le plan de la restauration que sur le plan de la création. Donc, merci de cette information sur cette heureuse initiative. Bon, c'était un point d'étape. Je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir été autour de nous et autour d'Ateliers de France, en espérant que ce point d'étape, l'année prochaine, pourrait avoir lieu et que nous aurons à nouveau, peut-être de nouveau le retomber avec peut-être la participation de l'État et des collectivités territoriales pour voir sur le fait, sur le terrain, si véritablement cette simplification aboutit pour le plus grand succès de nos entreprises. Merci beaucoup. Je pense que tu as